Bonjour à tous, ici Chaos, me revoici, me revoilà, dans cette chaleur torride et intense, mais on va essayer quand même de survivre. J'essaierai de ne pas finir tout nu pour le bien-être de tout le monde. Je crois que je suis encore en vigilance orange, je suis pas sûr, mais bon, on est dans un département qui a pas arrêté d'être en vigilance ces derniers temps là. Donc il fait chaud. Bref, tout ça pour vous dire que on est parti sur un live, donc un nouvel épisode de un hacker en train de hacker. Et aujourd'hui, parce que salut le chat, oui, tu t'intéresses, bah oui je parle, tu t'intéresses forcément. Donc bonjour le chat, hop, bonjour le chat. Et donc aujourd'hui, on va faire pas du catch the flag parce que j'en avais un peu marre. Et puis comme il fait chaud, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Donc on va jouer. On va jouer, mais on va faire du hacking quand même. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sortir des jeux et je vais vous montrer comment on hack un jeu. Alors, on va pas faire toutes les sortes de hacks. On va faire une sorte très précise. On va hacker les jeux en mémoire vive. Je vais vous expliquer tout ça pour vous dire en tout cas que on est sur sur un épisode qui pour le coup est hyper accessible. On est vraiment sur de la technicité zéro ou presque. Une fois que vous aurez suivi la vidéo, je pense que vous pourrez faire la même chose chez vous. Vu que ça se passe sur des jeux, vous pourrez le faire chez vous parce que bah, normalement vous avez tous des jeux. Ça peut vous intéresser. Après, voilà, si vous avez envie de vous amuser ou pas. Mais voilà, on est sur un truc qui est beaucoup plus simple que les VM de Catch the Flag. Et vous allez voir qu'on peut faire plein de trucs rigolos. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Cheat Engine. Cheat Engine, que vous pouvez trouver sur le net, hein, je vous laisse chercher. Mais qu'est-ce que ça fait ce logiciel? En fait, ça édite les valeurs, les données, les valeurs qu'il y a en mémoire vive. Donc en fait, là il se trouve qu'on va s'en servir pour hacker des jeux, mais on peut faire plein d'autres choses avec. C'est vraiment un logiciel, enfin là en l'occurrence c'est tourné pour faire des cheats dans les jeux, mais à la base c'est un logiciel qui permet de lire la mémoire vive en direct, de voir un petit peu ce qui se passe dedans, et y compris carrément de désassembler. C'est-à-dire que vous voyez toutes les instructions, non seulement les valeurs qu'il peut y avoir de données stockées, etc., mais aussi tout ce qui est instruction assembleur, donc enfin le code vraiment en train d'être exécuté. Bonjour Chris, comment ça va? Bonjour aussi Garamod, je vois qui est connecté. Bonjour tout le monde. Donc oui, ça permet en fait de désassembler, hein, c'est comme ça qu'on dit, de désassembler ce qui se passe en mémoire vive. Bon, du coup on le désassemble pas vraiment parce qu'il est en mémoire vive, donc il est tel quel. Mais ça permet voilà de lire le code directement et donc de le manipuler. Alors contrairement aux fois précédentes, là je vous ai pas mis le petit bandeau qui défile en mode ne faites pas ça chez vous, c'est illégal, etc. On est sur une je vais pas dire que c'est complètement autorisé parce que ça dépend des jeux quand même, mais on est sur une zone quand même beaucoup moins de grise que d'habitude. Là on est quand même sur une zone globalement verte, hein. Globalement, si c'est un jeu qui est sur votre ordi à vous tout seul, pousse-toi le chat, que vous n'êtes pas en multijoueur, on est sur quelque chose que vous avez le droit de faire normalement. Je crois qu'il y a certains jeux qui disent non, vous n'avez pas le droit, ne touchez pas à notre jeu. Là, on est sur un cas assez particulier parce qu'on va pas changer l'exécutable, si vous voulez. On va pas écrire dans le jeu, on va écrire dans la mémoire vive de votre ordinateur. Donc on est vraiment en local, hein. Si on est sur des jeux qui sont pas multijoueurs, ça ne concerne que vous. Vous ne manipulez pas le code source du jeu, vous manipulez que son exécution dans la mémoire de votre ordinateur. Donc je pense que honnêtement, il n'y a aucune loi qui pourrait vous reprocher ça. Bon d'ailleurs tout le monde le fait, hein, mais il n'y a aucune compagnie qui va vous poursuivre pour cheater dans les jeux solo, hein, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, il n'y a pas de loi spécifique, en tout cas de conditions générales de vente spécifiques qui reprochent ce genre de choses. En général, c'est plus sur l'utilisation de logiciels quoique, ouais, les logiciels tiers. En général, c'est plus sur du multijoueur de toute façon. Tant que vous êtes sur du solo, j'ai envie de dire, les éditeurs s'en foutent complètement. Parce que ce qui les inquiète, c'est que vous trichiez pendant un multijoueur et donc que ça vous donne un avantage par rapport aux autres. Mais sur un solo, bah, ça concerne que vous, hein. Si vous trichez, vous trichez, hein. Alors, Garamot nous dit effectivement avec un jeu solo qui nécessite une connexion internet, éventuellement, ouais. Donc chez Blizzard par exemple, justement c'est eux que je pensais, c'est vrai que plus pour l'aspect multijoueur. Bon, j'ai envie de dire,
personne va vous poursuivre si vous ne faites qu'éditer votre partie solo et que vous touchez à rien d'autre. Vous voyez, si vous touchez effectivement à un serveur d'authentification, si vous touchez à, à à des données multijoueurs, genre vous modifiez votre profil en ligne, parce que peut-être c'est ça d'ailleurs Blizzard, parce que s'ils ont un système de classement ou de choses comme ça les emmerde, peut-être qu'on fausse les statistiques en fait en manipulant sa partie solo. Bon, ça dépendrait des jeux, mais il y a peut-être une histoire comme ça. Bon bref, là on va de toute façon utiliser des jeux pur solo qui ne dérangent personne, et donc on va s'amuser. Donc en fait on va faire un peu l'histoire du truc. Enfin, l'histoire. Je vais vous faire un petit tuto rapide et on va commencer avec un très vieux jeu, puisque quand on fait du hack, on se dit bah oui, les vieilles versions, on va les pirater facilement. Et bien oui, on va commencer avec un vieux jeu. Donc je vais sortir mon DOSBox de sa boîte. Où c'est qu'il est? Là, voilà. Hop, je vais vous le mettre sur l'écran. Voilà, ce sera mieux. On va le mettre hop là par exemple pour que vous le voyez. Et donc je vais lancer un petit jeu que j'ai préparé. Pac-Man, Pac-Man le bien nommé. Oui, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais aussi du rétro gaming sur ma chaîne. la pub indirecte. Non, mais je fais pas de Pac-Man hein, sur ma chaîne. N'ayez pas peur. Je fais du rétro gaming intéressant. Bref, alors Pac-Man sorti en 80 et des bananes. Donc on est sur un vieux jeu. On se dit là, normalement, aucun problème, on va pouvoir le pirater à donf. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec notre logiciel Cheat Engine? Que voici, que voilà. Ça, je vous ai dit, ça édite les valeurs qu'il y a en mémoire pour un jeu. Donc en fait, le principe est le suivant. Je vais vous faire un peu le tuto, comme ça vous pourrez le faire chez vous aussi. Donc Cheat Engine, ça se télécharge où vous voulez. Il me semble qu'il n'est pas bien dur à trouver. Là, c'est la version 6.7. Je sais même pas s'il y a une nouvelle version de sortie. La première étape, c'est le petit icône qui clignote. Là, il faut en fait l'associer à votre jeu. Donc, il faut que le jeu soit déjà lancé et vous attachez en fait le process du jeu. Donc, c'est celui-là. Hop. Donc là, en fait, on a associé Cheat Engine au jeu qui se trouve là, pour qu'il ne lise en fait que les informations correspondant au jeu et pas la totalité des programmes en mémoire, parce que bah il y a du monde hein, entre l'OS et tout ce que vous avez lancé, il y a pas mal de choses en mémoire. Là en fait vous lui dites bah on s'occupe que de ce process là, donc on peut déjà un peu délimiter la recherche, sinon ce serait impossible hein. Pour peu que vous ayez quelques gigas de mémoire, ce serait beaucoup trop long. Là on est sur un jeu qui prend à peine quelques mégas en mémoire. Peut-être moins d'ailleurs, je sais même pas s'il fait 1 méga en mémoire, c'est pas sûr. Et donc bah on est voilà sur quelque chose de très simple. Alors qu'est-ce qu'on va cheater? En fait, sur le Cheat Engine en tout cas, l'essentiel de ce qu'on peut manipuler, ce sont des valeurs numériques, enfin non des valeurs tout court, parce qu'il y a des recherches de chaînes de texte aussi. Donc des valeurs. En gros l'idée c'est tout ce qui est un nombre dans le jeu, vous pouvez le changer. Et vous pouvez le bloquer, le rendre infini, si vous voulez. Vous ne pouvez pas, par contre, manipuler des données qui sont pas numériques. Alors, des données pas numériques dans un jeu, il n'y en a pas des masses. Hein. Faut quand même chercher très loin. Théoriquement, vous pouvez tout changer. Hein. Mais alors après, ça dépend un peu. Par exemple, un jeu où le moindre ennemi que vous touchez vous fait perdre de la vie. Bon, vous avez tant de vie au départ, à chaque fois que vous touchez, vous perdez de la vie. Ça, on peut estimer que ça doit être numérique quelque part. Par contre, un jeu où vous touchez quelqu'un, vous perdez la vie tout de suite, bon bah là c'est juste 0 ou 1, c'est booléen quoi, donc il n'y a pas vraiment de valeur qui est possible à chercher. Ça va être beaucoup plus compliqué à éditer avec ce genre de cheater, la Cheat Engine. Mais par contre, tant que c'est numérique, nombre de vies, score, tout ce qui peut être un chiffre, va pouvoir être édité. J'avais fait déjà une démo, enfin je sais plus si vous avez déjà regardé mes vidéos, il y a celle qui s'appelle la pensée hacker. Et en fait je fais une démonstration, j'en parle dans la vidéo de ce logiciel Cheat Engine là. En fait je montre ce que j'avais fait sur Limbo. Limbo en fait est un jeu qui a priori n'a pas vraiment de valeur numérique. On est sur dès qu'on touche un monstre on est mort, hein, dès qu'on touche un obstacle on est mort. Et en fait s'il y avait quand même quelques valeurs numériques, dans le sens où il y avait par exemple un compteur de nombre de morts. Et donc c'était un compteur qui disait voilà vous êtes mort tant de fois, donc si je le bloque à 0, bah je peux finir le jeu et le jeu va considérer que je ne suis jamais mort même si je suis mort plein de fois. Il y avait aussi une autre valeur numérique qui était pas forcément évidente, qui est en fait quand on meurt,
on réapparaît à une certaine étape, quoi, si vous voulez. Ça fait un genre de sauvegarde automatique. Donc plus on avance, plus quand on meurt, on revient pas au début, on revient là où on est mort, quoi. Et en fait, cette valeur-là, le je reviens là où je suis mort, c'est aussi une valeur numérique. Donc du coup, en modifiant cette valeur numérique-là, à l'aide de Cheat Engine, c'est plus compliqué à trouver la valeur parce qu'elle est affichée nulle part, mais une fois que vous avez réussi à repérer la bonne valeur et à la modifier, vous pouvez en fait, dans le jeu, mourir au tout début, et vous retrouver téléporté à la fin, parce que vous avez bloqué la valeur à réapparaître à la fin. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec un logiciel comme Cheat Engine. Ça peut aller assez loin. Là pour l'instant on va faire des choses assez simples avec des valeurs numériques, ou en tout cas aisément faciles à trouver en numérique, pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc je vous ai dit, première étape, associer le process, et donc on va quand même se rappeler à quoi ressemble Pac-Man et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comment je pourrais le mettre pour que, si je mets Pac-Man là, Cheat Engine par là, ouais ça vous le cache un peu quand même. On va le mettre en dessous pour l'instant. Hop, on va le mettre là. Comme il y a plein de blanc plus bas, on s'en fiche un peu. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc, Pac-Man, à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas, hein, pour les jeunes. Pac-Man, ça ressemble à ça. Donc là, c'est la version, j'ai trouvé sur Abandonware. Hein, c'est la version PC. Hop, on prend des pack-gommes, on tue les fantômes, et l'idée c'est de manger toutes les billes. Et c'est un jeu infini, c'est-à-dire que vous ramassez toutes les billes et puis ça recommence en fait. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des fantômes, il y a du score, il y a des nombres de, enfin il y a des pastilles à l'écran. Donc il y a un score qui s'affiche sur le côté. En bas à droite, ça y est, je suis perdu. En bas à droite, vous avez des petites têtes de Pac-Man qui sont en fait symboles de vos vies. Ça représente combien il vous reste de vie. Donc là, pour l'instant j'en ai 2 a priori. Hop, et donc quand on finit un tableau, hop, on passe au tableau suivant, et vous voyez en bas à gauche, on a a priori le niveau en cours. Donc voilà un peu le jeu, quoi. Voilà, on l'a tâté, on regarde. Donc effectivement là on a perdu une vie, il y a une tête en moins en bas à droite. Et puis bah sinon c'est du scoring. Hein. Là on est sur un jeu assez classique de scoring et de on perd des vies. Et donc dès qu'on touche un ennemi, on est mort tout de suite. Il n'y a pas d'étape où on perd des points de vie. Bah, le fantôme a peur de moi, dis donc. Voilà. Donc là, j'ai perdu toutes mes vies, je joue encore. Donc en fait, ce qu'on peut déjà voir, c'est que donc il y avait 2 têtes au début. Je suis mort 3 fois en tout en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'ai 3 vies. J'ai 2 jokers si vous voulez, mais j'ai 3 vies en tout. Quoi. Il y a 3 fois où je peux mourir. La 3e fois quand je meurs, c'est game over. Bon, donc là-dessus, qu'est-ce qu'on va éditer? Évidemment, le truc le plus intéressant, c'est de nous donner des vies infinies. Donc on va essayer de chercher un peu là-dedans. Donc on va regarder comment fonctionne le logiciel. Si je monte un tout petit peu, hop, comme ça, voilà. Cheat Engine. Donc comment ça se passe? D'abord, en fait, on va faire, en fait, le logiciel se présente comme ça. On a les valeurs qu'on veut rechercher, on les met ici. Donc on va chercher quelle valeur on veut à un instant T dans la mémoire. Donc il va aller chercher dans la mémoire toutes les valeurs qui correspondent à la valeur que vous lui donnez. Là en l'occurrence on va chercher la valeur exacte. On pourrait chercher des valeurs plus grandes que, plus petites que, ou alors on pourrait dire je ne connais pas la valeur de départ. C'est typiquement ce que j'ai fait sur Limbo, parce que vu qu'il n'y avait aucun chiffre d'affiché, je ne savais pas comment il stockait les valeurs, ça pouvait être n'importe quoi. Donc tout ce que je savais, c'est que voilà, quand j'imaginais que quand je progressais dans le jeu, la valeur de niveau est de plus en plus grande, mais voilà, sinon j'avais aucune idée de quelle est la valeur exacte. Est-ce qu'il démarre le premier niveau à 0, est-ce qu'il démarre à 1, est-ce qu'il démarre à 100, on sait pas quoi. Donc ça peut être la valeur inconnue. Donc vous devez aussi spécifier le stockage de la valeur. Donc ça en fait c'est vous pouvez essayer de le deviner en fait en fonction de la valeur que vous cherchez. Si vous cherchez un nombre entre 0 et 256, donc un tout petit nombre, il y a de la chance que ce soit en bytes, voilà, stocké sur une valeur très petite, même si ça pourrait être en 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, mais dans l'idée c'est une variable qui est sûrement très petite pour stocker une petite valeur. Si vous cherchez un binaire, bon bah c'est 0 ou 1, mais là ça va être très long. Et en général, alors, par défaut il vous met sur 4 bits, parce qu'en général, la plupart des jeux stockent sur 4 bits. Là on est sur un jeu très ancien, il y a peu de chances que ce soit stocké sur 4 bits. Je sais même pas si ça existait à l'époque. Donc c'est sûrement stocké sur 1 bit tout simplement. On va pas chercher les complications. Donc
moi je cherche une valeur entre 0 et 256, hein, une très petite valeur, donc je vais plutôt chercher bit. Si je trouve pas, de toute façon je peux essayer tout à chaque fois, hein, donc il n'y a pas de problème. Le processus peut être assez long, hein. Si on sait que c'est une valeur avec virgule flottante, on va chercher float. On peut chercher des chaînes de caractères, donc il y a string, on peut chercher des chaînes de caractères. Là en l'occurrence, nous on cherche le nombre de vies, et on sait que c'est un petit nombre, donc on va partir sur bit. En plus c'est un vieux jeu, donc il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit un petit nombre. Donc là, on est mort. Là on est mort, donc a priori, pour l'instant notre nombre de vies c'est 0. Donc on va faire le first scan, donc on met une première valeur, à peu près tout ce qu'on veut enfin le type de recherche qu'on veut faire. Donc on fait le first scan, et là en fait il va parcourir toute la mémoire pour chercher la valeur que vous cherchez. Donc il va me sortir tous les endroits dans la mémoire où il y a un 0. Alors forcément il y a du monde, hein. On est quand même sur 63 000 entrées dans la mémoire correspondant au process, alors pas le jeu lui-même mais DOSBox en entier, à tout le process. Donc il y a plein de zéros. Les zéros c'est pas ce qui manque. Donc on a fait ce qu'on appelle le first scan. Après vous voyez les boutons ont changé, le first scan est devenu new scan, donc c'est pour recommencer une autre recherche, mais pour recommencer à 0. Et sinon on a le bouton next scan qui est là pour affiner votre recherche, c'est à dire que moi j'ai cherché 0, il m'a dit bah voilà tous les trucs 0, et maintenant en fait je vais mettre le jeu dans un état différent, un état où il n'y a pas 0 vie, et je vais lui dire next scan. Donc en fait il va chercher, par exemple je sais pas, si on redémarre la partie, je vais avoir donc 3 vies, si je compte bien. Attends, 2, 1, ouais ça doit être ça, il doit y avoir 3 vies du coup. Donc vous allez, je vais chercher la valeur 3, et quand je vais faire next scan, il va chercher la valeur 3 uniquement dans les adresses qu'il a déjà trouvées. Vous voyez, il affine quoi. Il dit bon, je cherche en fait toutes les adresses en mémoire qui ont eu 0 et qui maintenant ont 3. Et on continue comme ça avec un next scan à chaque fois avec les nouvelles valeurs pour obtenir un affinage jusqu'à avoir une liste là en fait à gauche qui est pas très grande quoi. Alors le seul problème là-dedans c'est que le jeu je peux pas le mettre en pause, je crois. À moins qu'il y ait une touche pour faire la pause, mais je crois pas. Ah si. Bon, il y a une touche pour faire la pause, tout va bien. Donc on va aller, on va mourir, on va recommencer, et je vais mettre la pause. Hop, hop, hop. Voilà, donc on démarre. Hop, voilà. Donc j'ai mis en pause. Donc là, on a démarré, donc j'ai toutes mes vies a priori. Donc il y en a une, deux visibles là, plus une autre. Hein, on a vu tout à l'heure, il y a une vie au moment où on a plus que 0 truc. Donc a priori j'ai 3 vies là. Donc je cherche la valeur 3. Et je fais next scan, donc pour qu'il cherche la valeur 3 dans celle où il y avait déjà 0 avant. Next scan. On en a encore un paxon, hein. D'ailleurs, on voit déjà que, vous voyez, donc j'ai cherché 3, hein, donc avant les valeurs qu'il avait, et on voit déjà, il y a déjà un qui s'appelle, enfin qui est marqué 180, il y en a un qui est à 0, il y en a qui arrête pas de bouger, donc je peux déjà faire un nouveau next scan en disant, bah c'est toujours 3, là le jeu a pas changé, la valeur que je cherche est toujours 3, donc tu peux déjà m'enlever toutes les valeurs qui ont bougé depuis. Vous voyez, là le 180 il a disparu, parce que bah, 180 ça m'intéresse pas. Le jeu n'a pas bougé, et je suis toujours à 3. Donc, on est toujours à 3. On va perdre une vie. Donc hop là, on perd une vie. On attend bien que, voilà, tac, merde la pause. Oula, c'était tout juste. Donc là, a priori, j'ai plus que 2 vies. Donc je marque 2, je fais next scan. Et voilà les résultats. Déjà on en a plus beaucoup, vous voyez. Ça commence à être pas mal restreint. Là ça sert à rien de le faire plusieurs fois, puisqu'il n'y a que ce chiffre là d'apparent. Hop. Donc, on enlève la pause, je meurs, très bien. Donc là, a priori... Ah, pourquoi là? Ouf. J'ai raté. C'est pas grave. Donc là, je recommence. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à faire la pause? Je suis net, je suis bête, moi. Là, voilà. Alors, il s'est passé plein de choses, on est à combien? Bah, on est encore à 2. Bah, on peut le dire, d'ailleurs. Là, je suis toujours à 2. J'ai fait changer le jeu plein de fois d'état, mais... Là, au moment où j'ai fait la pause, normalement j'ai 2 vies. Il y a celle-là plus l'autre. Donc je vais encore faire un next scan à 2. Et là, ah, j'ai plus qu'une seule valeur qui répond à tous mes critères depuis le début. J'ai toujours fait next scan, donc à chaque fois il a affiné par rapport aux adresses qu'il avait trouvées. Donc il n'y en a plus qu'une qui correspond à tout ce que je lui ai dit, c'est celle-là. Et donc on va pouvoir aller creuser un peu celle-là. Donc on se la met de côté. Vous voyez, vous faites bouton droit, add selected address.
Après, on pourra en mettre plusieurs. Là, il se trouve que j'ai envie de garder que celle-là parce qu'il y a que celle-là. Mais si j'en avais 10, je pourrais me mettre les 10 en observation en dessous, puis commencer à regarder un peu ce qu'elles font. Donc, on va la garder comme ça. Normalement, cette valeur-là, là, elle doit correspondre vraiment en direct à ma vie. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je suis à 2 vies. Si je meurs, est-ce que ça passe à 1? On voit que ça passe effectivement à 1. Là, la valeur, c'est 1. Là, la valeur, c'est 0. Et si je redémarre, la valeur, c'est 3. Donc on a l'air quand même d'être bien, d'avoir trouvé le nombre de vies du jeu. Hop là. Ah oui, ça c'est chiant. Voilà. Parce que si je fais la pause pendant qu'il fait du bruit, c'est très désagréable. Donc là, j'ai 3 vies. Donc Cheat Engine permet d'éditer à la volée en fait ces valeurs-là. Donc on pourrait mettre par exemple 10 vies. Là, dans l'absolu, j'ai édité la valeur, donc maintenant j'ai 10 vies. On va voir ça tout de suite. Donc on voit la valeur ici, même si à l'affichage pour l'instant on la voit pas parce que le jeu forcément il comprend pas, hein, 10 vies c'est pas prévu en fait. Je sais même pas si c'est possible dans le jeu. Donc en tout cas la valeur on la suit en bas là, vous la suivez sur le Cheat Engine et on va enlever la pause, on va voir si on a vraiment 10 vies. Donc là si je meurs, ah bah on les voit sur le côté. J'ai effectivement 9 vies du coup, on a bien 9 vies qui apparaissent sur le côté. Donc on vient de se donner plein de vies. Et on peut rééditer comme ça comme on veut. Donc déjà tout de suite, voilà, bienvenue dans le monde des cheaters. Vous pouvez du coup faire des super scores de fou. Cheat Engine permet aussi un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'en fait la valeur, il peut l'éditer, il peut la bloquer. C'est-à-dire qu'en fait il peut interdire au jeu d'écrire dedans. Donc là par exemple j'ai 7 vies, et en fait, vous voyez en cochant la petite case là, on empêche toute nouvelle écriture dans cette valeur là, et donc là en fait on va se retrouver à fonctionnellement je vais plus perdre de vie en fait. J'ai cette vie, et si je meurs, alors je meurs toujours, hein, ça on ne l'a pas enlevé, on n'est pas immortel, mais j'ai toujours cette vie. Alors j'ai toujours cette vie, je vois que les petits bonhommes quand même disparaissent sur le côté. Non c'est bon, j'ai toujours cette vie, la valeur c'est toujours 7, donc c'est bon, j'ai toujours cette vie. Donc voilà un peu ce qu'on peut... Et ça ne bloque rien d'autre, hein, vous voyez le score qui augmente toujours, enfin il n'y a aucun souci. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Le principe en tout cas d'un hacking de mémoire vive. Alors là en l'occurrence je le fais sur des jeux parce que c'est fun, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça? On peut aller chercher dans les cas les plus extrêmes des mots de passe qui seraient stockés en mémoire vive. C'est déjà arrivé dans certains catch the flag. Que si vous avez vu les derniers catch the flag que j'ai fait, on arrive à des moments où pour faire de l'escalade de privilèges, on édite des binaires en fait. On fait marcher des binaires pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et bien ça typiquement quand on édite un binaire, on pourrait se dire je vais utiliser un logiciel de ce principe là, même si celui-là il est très orienté jeu, mais sur le même principe qui va lire la mémoire. Donc en fait je vais pas toucher à mon binaire, je vais lire directement en mémoire ce qu'il fait et lui faire faire d'autres choses quoi. Hop là. Donc c'est pas là, ça paraît anodin comme ça parce qu'on est en train de cheater, c'est rigolo, mais c'est une technique véritablement de hacking qui peut être très dangereuse. Alors comment on s'en prémunit? Eh ben c'est déjà avoir des processus une fois qu'ils sont en mémoire qui sont assez complexes. Donc là c'est un des rares cas où on a de la sécurité par ce qu'on appelle l'obfuscation, c'est-à-dire la difficulté par la sécurité par la complexité en fait. C'est-à-dire que c'est un des rares cas où plus votre binaire en mémoire, il va faire des trucs très très bizarres du style je prends un bout de lettre par là, un bout de lettre par là, puis je les additionne, je fais plus 1, enfin voilà, je fais plein d'opérations un peu bizarres qui servent à rien pour obtenir le mot de passe. Oui, mais en mémoire, du coup, c'est vachement plus dur de retrouver où se trouve le mot de passe parce qu'on a fait des tas de zigzags. Donc là, pour le coup, c'est presque un principe intéressant de sécurisation de ce qu'il y a en mémoire. Bon, après, il y a aussi maintenant sur les OS modernes et puis sur les frameworks de développement modernes, d'autres process qui permettent d'interdire en fait. Le jeu peut finalement
vérifier lui-même sa mémoire et empêcher qu'on édite sa propre mémoire. Il y a des choses comme ça, des mécanismes de protection, donc il n'y a pas uniquement le fait de rendre les choses complexes qui peut empêcher les hackers, mais il y a des vraies procédures de sécurisation de la mémoire où le jeu s'auto-vérifie pour éviter qu'on puisse le manipuler. Donc ça c'était sur un vieux jeu, donc forcément qui n'a aucune protection. Forcément c'était trop facile. Alors on va faire un autre jeu. On va recommencer, mais cette fois on va utiliser un jeu plus moderne, plus récent. Où sont mes jeux? Ils sont là. Hop, on va essayer avec Sanctum 2. Alors Sanctum 2, qu'est-ce que c'est? C'est un tower defense, en fait où vous êtes en vue à la troisième personne. Moi je l'ai eu gratuit, me semble, sur Steam. Je sais plus s'il est encore gratuit. Je crois que je l'ai eu pendant une promo, mais il est peut-être encore gratuit, je ne sais pas. Donc là on est sur un jeu récent, hein, je l'ai eu l'année dernière. Je crois qu'il est sorti au pire l'année d'avant, mais voilà, il est pas vieux du tout. Donc c'est un jeu, je vais vous montrer vite fait. En fait on est équipé d'une arme, donc on a un tower defense. Je vais lancer le premier niveau, comme ça vous allez voir très vite à quoi ça ressemble. Il est très sympa d'ailleurs, je vous le recommande si vous aimez les tower defense. Après, il est multijoueur, donc vous pouvez être plusieurs à faire votre tower defense. Et puis vu que c'est en FPS, c'est rigolo. Moi j'aime bien le principe du tower defense en FPS. Bon, on va passer tout ça. Là on choisit ses armes, ses persos, il y a tout un tas de trucs. Et voilà, le jeu ressemble à ça. Donc en fait, vous avez... vous voyez en haut à gauche, est-ce que vous l'avez? Oui, vous voyez la minimap. Ça vous dit en fait que les ennemis vont arriver de par là. Ça c'est l'entrée des ennemis quoi. Et ils vont suivre le parcours qui est en pointillé sur la minimap pour atteindre, en fait le but c'est que les ennemis, eux ils attaquent votre cœur qui est là. Donc un certain nombre de points de vie, ils vont taper dessus pour le détruire. Donc vous devez le protéger en mettant en place des tourelles et après en vous battant vous-même également. Donc là on va commencer à bloquer ici. Donc je vous montre une partie on va dire normale quoi, hein, si tout allait bien. On place des tourelles, donc par exemple je pourrais en mettre une, je vais en mettre une par là. Là il y a déjà des trucs installés, on va mettre une tourelle ici, voilà. Tac, on va boucler le passage ici pour qu'ils n'y aillent pas. Donc on voit sur les pointillés ils sont obligés du coup de faire tout le tour. Voilà, donc là j'ai mis une tourelle. J'ai protégé un peu mon bousin, d'ailleurs j'ai mis au bon endroit. Bon, et là on voit en bas que j'ai plus d'assez d'argent pour utiliser une nouvelle tourelle. Et je vais finir de préparer le terrain. C'est vraiment pour vous montrer un peu le jeu en mode normal on va dire. Hop. Tac, voilà, là j'ai tout posé. Et donc après, une fois que vous avez tout posé, vous déclenchez l'arrivée de la vague. Et là vous êtes en mode FPS où vous aidez vos tourelles en fait. Vous tirez vous aussi sur les méchants. Bon là on est au tout premier niveau, donc forcément c'est plutôt facile. Et en fait si je tirais pas, les tourelles s'y mettent, hein. Les tourelles travaillent et tirent sur les mecs. Et puis il y a aussi des gardes. Donc voilà le principe du jeu. On est sur un tower défense, on va dire classique. Et on gagne XP. Donc on est à la limite parce que le jeu est aussi multijoueur, mais là en l'occurrence on est solo. Donc il se trouve que ce jeu, on va pouvoir le pirater lui aussi. Donc comment on va faire? On va ressortir notre petite cheat engine, hein. Et alors qu'est-ce qu'on peut éditer? Eh ben le truc le plus flagrant, j'ai envie de dire, c'est que chaque tourelle coûte de l'argent, hein. Vous savez, dans les tours de défense c'est toujours le même principe. On tue des vagues d'ennemis, ça nous rapporte de l'argent, qui nous servent à construire des tourelles encore plus puissantes, etc. derrière. Donc l'idée c'est d'avoir des sous. Donc les sous on les voit sur la... juste au-dessus, enfin au milieu à gauche, là c'est le 335. Donc juste au-dessus des icônes de tourelle là. Donc 335 c'est combien j'ai de sous actuellement. Et par exemple si je voulais construire la tourelle que j'ai sélectionnée là pour l'instant, il me faudrait 140. Donc sur 135, voilà. Donc ça, l'argent c'est 335. Donc on sort notre cheat engine. On va l'attacher à notre nouveau processus. Donc où c'est qu'il est, c'est quoi que on joue à quoi? On joue à Sanctum, voilà. Hop. Non, on ne garde pas la recherche précédente, donc on va faire un new scan, hop là, on efface tout, et donc, on cherche 335. Donc, on va chercher 335, je sais déjà
que vu que c'est une valeur supérieure à 256, ça va être stocké sur plus qu'un seul byte. Je sais aussi parce que voilà, je le sais parce qu'on le fait souvent dans les jeux par défaut maintenant à l'heure actuelle, c'est sur 4 bytes. La plupart du temps. Hein. Après, il y a quelques exceptions en float ou en double quand vraiment c'est des gros chiffres, mais la plupart du temps, on est sur 4 bytes. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine d'essayer tous les modes. C'est celui-là le plus sympa. Donc, on va chercher 335. Donc là, le jeu, il nous attend, il est bien à 335. On fait notre first scan. On a un certain nombre de valeurs qui sortent. Il y en a 686. C'est moins que pour Pac-Man, mais on n'a toujours pas trouvé quelle est quand même notre valeur recherchée. Donc, on va mettre ça de côté. Hop. On va aller chercher, on va aller consommer de l'argent, hein, parce que c'est ça l'idée en fait. Hein, on sait quelle est la valeur, on la descend et puis comme ça on voit. Donc on va construire une tourelle, voilà ici. On va mettre celle-là. Donc maintenant j'ai plus que 185. Donc on retourne sur Cheat Engine. Donc déjà on sait que ce sera pas la première, hein, parce que là il y a des valeurs farfelues. Et donc nous on veut 185. Donc on fait un next scan et on n'a plus que 4 valeurs. 4 valeurs, ok, bon. On continue. On va refaire une tourelle ici. Ils sont obligés de passer devant. Hop, j'ai plus que 35. Donc, on sort notre truc. Et on voit déjà la réponse là. Hein. Vous voyez déjà que... Voilà, on a cherché nos 35 et en fait, les 4 valeurs ont l'air d'indiquer la même chose. C'est très fréquent, pour l'avoir fait sur plein de jeux modernes, c'est très fréquent sur les jeux récents. En fait, il doit y avoir justement un certain nombre de mécanismes de protection, de vérification, et donc en fait il stocke la valeur plusieurs fois, ne serait-ce que pour la comparer, en fait, tout simplement. Alors après je sais pas ce qu'il fait d'autre en interne, peut-être qu'il a besoin de la stocker à plusieurs endroits aussi pour d'autres raisons, mais en l'occurrence c'est très fréquent que vous puissiez trouver votre valeur, non pas sur une seule adresse comme pour Pac-Man, mais sur 2, 3, 4 ou plus de valeurs. Donc a priori, c'est quand même les bonnes, hein, parce que ça a bien suivi notre avancement. Donc, on peut espérer que c'est les bonnes valeurs. Donc, ce qu'on va faire, on va éditer les 4, et on va les éditer finalement en même temps, parce que après tout, les 4 sont concernés, donc il n'y a pas de raison. On va éditer donc la valeur des 4. On va se mettre plein d'argent. Hop, hop. On voit déjà d'ailleurs qu'il peut pas stocker autant que ce que j'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et on revient sur le jeu. Et là, on voit que on a gagné plein d'argent, qu'on va pouvoir poser plein de tourelles. Alors, dans la limite qu'on peut en mettre que 15 en tout, mais... Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, qu'est-ce qui est marqué? Et constater une fraude. Oui, parce que le jeu a quand même un minimum de protection. Il a quand même compris qu'il s'était fait bricoler. Après, je sais pas quel est le mécanisme exactement, mais en même temps, il m'a pas empêché de le faire. Hein. Il a compris, mais il laisse faire quand même. Donc c'est un jeu qui est plutôt gentil, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, hein. On va pas se mentir. Donc je peux utiliser plein d'argent. Alors j'imagine qu'en multijoueur, par contre, vous devez perdre d'XP ou vous faire virer de la partie. Enfin voilà, je suppose qu'en multijoueur ça passe pas. Mais en tout cas en solo, on a édité son truc et on peut maintenant construire tout un tas de tourelles complètement hors de prix normalement. Et là je peux plus parce que j'ai construit le maximum pour ce tour, d'accord. Donc c'est pareil, le maximum du tour c'est une valeur numérique, je pourrais peut-être la changer aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas... C'est pas parce que le jeu est récent que vous pouvez pas l'éditer. C'est pas parce que, exactement comme pour du hacking, hein, c'est pas parce qu'on est sur des trucs de haute sécurité qu'ils sont bien sécurisés. Hein. On a vu des mots de passe en clair, même dans des binaires bien sécurisés. Entre guillemets, bien sécurisés. Donc c'est une forme de hacking qui est, bon là en l'occurrence qui est ludique parce que je vous le montre sur des jeux, mais c'est une forme de hacking qui peut faire beaucoup de dégâts parce que de fait en mémoire vive on est à un endroit où finalement le développeur qui a envie de faire de la sécurité peut pas faire grand chose en fait pour se protéger. Pour pouvoir éditer en mémoire vive, ça veut dire déjà qu'on a accès à la machine.
Donc on est quand même dans un cas où le hacker a déjà fait main basse sur la machine, peut déjà exécuter plein de trucs, donc bon, on peut plus protéger grand chose en fait. On est un peu, comment dirais-je, au bout de la dernière protection quoi possible. Et donc en l'occurrence, voilà, la mémoire ça s'édite plutôt bien, même sur des jeux, même sur des choses qui j'imagine sont quand même un petit peu pensées sécurité. Hein. Je pense que le développeur, on a dû lui mettre dans son cahier des charges que fallait faire gaffe que tout le monde puisse pas cheater. Hein, donc, mais ça ne suffit pas et on peut quand même assez facilement éditer les mémoires. Bon là évidemment, avec tous les lasers ultra puissants que j'ai mis, il n'y a pas un monstre qui va arriver jusqu'à moi. Et encore moins arriver au bout. Donc la mission va être extrêmement simple à finir, déjà qu'elle était pas dure, mais bon. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'édition de mémoire vive. Alors je vois ta question Chris, est-ce que je fais du reverse engineering? Alors ça, c'est quelque part du reverse engineering en mémoire. C'est-à-dire que on peut voir le code, en fait, c'est vrai que je voulais pas montrer. Là à chaque fois on voit, je regardais juste les valeurs, mais en fait ce logiciel là est capable de vous montrer en fait le code assembleur qu'il y a derrière. Donc on est capable de voir exactement qu'est-ce que le programme fait. Vous voyez, vous avez accès au code quoi. Donc quelque part c'est du reverse engineering au sens on voit l'assembleur. Ce qu'on appelle généralement plus le reverse engineering classique, c'est pas là le programme il est en train d'être exécuté. Le reverse engineering plus classique, on regarde le code à froid si vous voulez, on regarde le code source, on désassemble le code et on regarde comment il fonctionne. Là on est sur une étape, on est sur un debugger, donc on est vraiment sur un programme qui est en train de tourner. Donc il se trouve que Cheat Engine est une version très spécialisée de debugger, vraiment orientée trouver des valeurs et éditer les valeurs, mais fondamentalement ce qu'il fait derrière c'est vraiment du reverse engineering, c'est vraiment il désassemble, il édite l'assembleur et on peut potentiellement manipuler ce Cheat Engine comme un désassembleur classique, mais bon après c'est pas fait pour, hein. Mais par exemple si cette instruction là je veux la changer, je veux pas que ce soit un add, je veux que ce soit autre chose, je peux éditer le code puisqu'il est en mémoire vive et je sais où il se trouve. Donc voilà, si j'ai envie d'éditer à l'adresse 30f 30f3f798, et je peux moi-même l'ajouter en bas là. Je peux moi-même générer une nouvelle adresse, enfin un nouveau pointeur vers une adresse et éditer le code que je veux. Donc on peut faire des patchs comme ça de code, pas juste changer des valeurs, mais vraiment changer du code assembleur en mémoire vive. Donc on est sur, même s'il n'est pas fait pour, on est sur un désassembleur quand même, un debugger classique, un petit peu tuné, voilà, pour faire que des jeux, enfin pour être orienté jeu. Après, alors qu'est-ce qu'il y a comme outil de reverse engineering plus, on va dire sérieux quoi, plus hacker. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle OliDBG, il me semble de mémoire quand j'étais jeune. Je sais pas ce qui existe actuellement maintenant en fait. Si vous avez des noms, n'hésitez pas à balancer. Si sur Kali, là, la distribution que j'utilise quand je fais du hacking, il y a Radar. C'est Radar 2 d'ailleurs je crois, qui fait un peu la même chose en fait. Elle exécute le programme, vous pouvez mettre des pointeurs, vous pouvez regarder un peu ce qui s'y passe. C'est donc voilà, Oli, Radar, ISA, je connais pas ISA. Donc c'est des, on va dire Oli, Radar et ISA, ce sont les versions un peu serious game de ce que je vous montre là, mais le principe est strictement le même. C'est-à-dire qu'on va regarder le code au fur et à mesure et en faire des choses. Alors je vous ai dit, donc là on édite des vies, on a édité des vies, des scores, on peut se donner des vies infinies, de l'argent, sur des binaires, donc dans des catch flag ou dans la vraie vie, hein, sur des binaires, on peut essayer comme ça de choper des mots de passe, des fois ils sont stockés en mémoire vive. Ce qui peut arriver en fait, ça a été une pratique à une époque, puis du coup ils ont arrêté, enfin ça dépend comment c'est programmé, mais il y a une pratique à une époque qui disait je stocke pas mon mot de passe en dur dans le programme. IDA, oui, pas ISA, oui, IDEA ça me parle plus déjà. Mais je manipule pas beaucoup ce genre de trucs là. Donc oui, je disais les binaires,
peuvent ne pas avoir de mot de passe stocké en dur dedans en fait, mais avoir, par exemple, je sais pas si votre mot de passe c'est Toto, dans votre programme vous dites, eh ben GT, Géo, j'assemble la chaîne, ça fait To, je le fais 2 fois, ça fait Toto. Vous voyez le principe, c'est-à-dire que j'ai plein d'instructions qui vont créer mon mot de passe, mais le mot de passe lui-même, la chaîne Toto, elle n'existe pas en dur dans le programme. Tant qu'il s'est pas exécuté, elle est jamais existante en fait cette chaîne-là. Par contre, dès que je vais l'exécuter, le Toto, à un moment donné, ce résultat de calcul, il va apparaître en mémoire. Et là, je peux trouver des mots de passe. Donc vraiment, un reverse engineering, un outil de débugage comme ça, peut choper des mots de passe que vous pourriez pas juste en regardant le code ou en faisant vous savez, comme je faisais dans les Catch the Fly, il y a une commande string qui permet de récupérer toutes les chaînes de caractères qu'il y a à l'intérieur du binaire. Bah là, typiquement, ce serait un mot de passe qu'on ne verrait pas à l'intérieur, mais par contre qu'on verrait à l'exécution. Donc avec un outil comme ça. Donc ça permet de faire ce genre de choses, ça permet de faire quoi? Donc donner des vies infinies, d'immortalité, voilà, des choses comme ça. Ça permet voilà, plein de choses. En fait, vu que vous avez accès à la mémoire, vous pouvez même lui faire exécuter des trucs qui devraient pas. Bon, dans l'absolu, si vous êtes déjà en train de débugger un programme, c'est que vous avez quand même pas mal de droits sur la machine. Donc on n'est plus vraiment sur dans l'idée sur compromettre une machine, parce que bah vous êtes déjà dessus, vous pouvez lancer le programme, le débugger, l'éditer. Bon, on va dire qu'elle est déjà compromise votre machine. Par contre, ça permet de compromettre plutôt des containers, par exemple je sais pas, des fichiers zip avec des mots de passe. Voilà, ça c'est le genre de choses qui éventuellement peut être bricolé avec du reverse engineering. Bon, là en l'occurrence, oui, d'ailleurs si ça existe, mais c'est pareil, ça va demander un logiciel qui est un peu plus spécifique. Mais dans l'idée, le debugger, le reverse engineering, c'est la méthode générale pour arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple? J'en ai dit pas mal déjà. Non, c'est tout. C'est ça, c'est plus choper des informations en mémoire qui n'existent qu'en mémoire, quoi. Vraiment, qui n'ont pas été présentes dans le fichier de départ, qui ont été calculées, et du coup, vous les avez en mémoire. Moi, ce que je faisais, alors pour info, hein, c'est comme ça que j'ai commencé finalement le hacking. Je sais pas si vous avez déjà regardé un peu mes sites internet, mais généralement j'ai une sauvegarde encore de mon tout premier site internet du temps, c'était avant Google, hein, donc c'était vieux. Et en fait j'éditais plusieurs choses. J'ai édité les sauvegardes de jeux vidéo. Donc éditer une sauvegarde, c'était vraiment on ouvre, on regarde chaque caractère hexadécimal et on regarde ce que ça fait hein, dans le jeu. Voilà, là c'était tout con. Donc c'était à froid on va dire. Mais je faisais aussi donc du reverse engineering comme ça avec des debuggers, où en fait on regardait par exemple, je me souviens je m'étais mis les vies infinies sur alors c'était pas les vies infinies, c'était vraiment l'immortalité sur Xenon 2. Xenon 2, voilà, vous regarderez l'année, bah ça vous dira à peu près à quel âge je faisais ça, quoi. Donc c'était parmi les premiers trucs que je faisais de hacking avant de me mettre vraiment au hacking web. J'ai beaucoup perdu, mais c'était rigolo à l'époque parce que c'était assez simple finalement, il n'y a pas de protection. Et donc on faisait exactement ce que je vous ai montré là, sans le super outil avec l'interface graphique qui cherche à ta place. Hein. Là c'était vraiment, t'avais le caractère, enfin le code ASCII qui défilait avec l'assembleur décodé à côté. Il fallait comprendre que bah, quand il se passe telle instruction, ça correspond à telle action dans le jeu, quoi. Donc comme il n'y avait pas de multitâche, hein, on est sous DOS, hein, donc je vous rappelle à mon époque, hein, donc sous DOS on pouvait pas basculer d'une fenêtre à l'autre. Bon, c'était chiant, mais on pouvait faire quand même des choses. Et ouais, je me souviens m'être mis l'immortalité. Donc en fait la vie de ton vaisseau était un score, était une valeur, et donc en fait quand il se faisait toucher par quelque chose, il y avait dans l'assembleur en fait il y avait une instruction de jump qui allait vers la procédure de je perds une vie, quoi, vous voyez. Et en fait plutôt que de sauter à cette instruction là de je perds une vie, à cette fonction, à cette sous-routine là, j'avais édité en fait, j'avais remplacé le jump par un nop, quoi, en assembleur, donc une instruction vide qui fait rien, et donc il ne jumpait pas à la sous-routine, il continuait tout droit. Et du coup, continue tout droit, il passait les conditions, et il revenait, enfin, en développement, quand on fait un jeu, c'est une boucle, hein, donc il y a toujours, il revient à sa boucle de départ. Et donc du coup, bah, le jeu ne pouvait jamais avoir accès à la sous-routine meurt. Donc il mourait jamais, et donc du coup, bah, ça faisait
un perso immortel. Donc je me souviens avoir, vous voyez, ça m'a marqué. Donc je me souviens avoir fait ça quand j'étais jeune. Maintenant, honnêtement, je saurais plus trop faire ça parce que ça fait bien longtemps que je l'ai pas fait. Et puis j'imagine que bah, quand on désassemble, à part quand on fait un cache de flag, c'est des binaires tout simples. Si je m'amusais à désassembler Sanctum là derrière, que je le désassemblais vraiment avec un débugger, je m'en sortirais pas, quoi. Ça doit être un merdier sans nom. Puis on n'a pas les, quand on désassemble, on voit pas le code source, on voit le code traduit en assembleur. Donc vous avez pas les commentaires du développeur, vous avez pas le nom des fonctions, enfin vous avez rien. C'est un merdier pas possible. Donc déjà c'est pas évident lire l'assembleur, mais en plus c'est pas du tout intuitif, quoi. Donc sur un gros code comme ça, comme Sanctum, je pense que j'y arriverai pas. Donc c'est là où un outil comme Cheat Engine est quand même beaucoup plus sympa parce qu'on cherche vraiment des choses spécifiques. On a pas mal d'outils que j'avais pas à l'époque et qui permettent d'aller beaucoup plus loin, quoi. Et ben voilà, ma foi, on a fait un peu le tour du sujet. Donc c'est du reverse engineering si on veut. J'ai pas sous la main là les OLI, les radars, tout ça pour vous montrer. Donc on va s'arrêter là. Puis de toute façon, je vous avais dit que je ferais plutôt un stream gentil, enfin gentil techniquement parlant, j'entends. Donc on va pas aller sur de la technicité plus que ça. Bah si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, bah écoutez, on va se refaire une petite vague de monstres, hein, et puis on va s'arrêter là. Maintenant vous saurez, grâce à moi, comment percer, comment cheater à tous vos jeux. En fait, ce que vous savez quand vous téléchargez des cracks, des cracks. Ah oui tiens, j'ai pas parlé de ça, bien sûr, ça permettait aussi à l'époque de faire sauter les protections des jeux. Si je pense par exemple à qu'est-ce qu'il y avait, je sais pas, par exemple au pif Monkey Island, c'est un des jeux que j'avais. Bon, moi je l'avais, donc j'avais une roulette, vous savez, il y avait une espèce de roue en fait, où vous composiez un visage façon portrait robot, quoi. Dans c'était Monkey Island 2, ça, le 1 aussi d'ailleurs, il me semble. Et en fait, au début du jeu, il vous demandait, enfin, il vous montrait un visage, il vous disait, bah voilà, vous prenez votre roue, ça prouve que vous avez acheté le jeu, vous me dites quelle est la valeur qui correspond à truc, vous voyez. Ça existait aussi pour les modes d'emploi, il y avait certains jeux très anciens qui vous disaient bah quel est le mot qui se situe à la page 10, ligne 11, voilà, hop, et si vous donnez le bon mot, bah ça veut dire que vous avez quelque part acheté le jeu, ou en tout cas que vous êtes moins pirate que les autres, ou meilleur pirate que les autres. Et donc bah ça, typiquement le reverse engineering et ce hack, ça permettait aussi de faire sauter ce genre de protection là, pas juste vous donner des vies, mais vraiment vous faire sauter la protection et donc pirater les jeux. Ce que faisaient les pirates à l'époque pour de crack, vous savez, tous les fameux cracks, même ce que vous savez à une époque, bon ça doit exister encore, il y avait des trucs qu'on appelle les no CD. C'était des cracks qui faisaient qu'il n'y avait plus besoin du CD pour jouer. Bah, à la base, fondamentalement, la méthodologie c'était ça, c'était du reverse engineering pour trouver la sous-routine, la désactiver et faire qu'il n'y a plus besoin de telle et telle protection pour que le jeu quand même fonctionne. Donc le reverse engineering, ça permet quand même de faire pas mal de choses, hein. On est sur un truc assez grand. Et donc quand vous, ce que je vous disais, oui, quand vous téléchargez un crack, quand vous allez récupérer un crack, comment on appelle ça, les trucs qui vous donnent des pouvoirs, enfin bon, tout ce qui est cheat que vous pouvez télécharger sur internet, et ben à la base ils ont été faits à partir de ça, c'est-à-dire que une fois que vous avez défini quelle était votre valeur, les trucs à éditer, bah vous faites un exécutable spécifique qui ne s'occupe que de ça, que de ces valeurs là. Vous développez une petite interface graphique pour rendre ça le tout sympa et puis user friendly, quoi. Et bah voilà, vous avez créé un hack et vous pouvez et un cheat, un outil de cheat que vous pouvez diffuser comme ça. Donc, en fait, le cheat engine a ce site différent que là, c'est pour le coup, c'est un outil qui permet à tout le monde de créer son propre cheat personnalisé, vous voyez. Sauf que bah voilà, sinon sur le net, vous pouvez trouver des trucs tout faits qui vont s'occuper que certaines interfaces, enfin que certaines valeurs d'adresse et très très spécifiques sur tel problème, tel comment dire, cheat, telle fonctionnalité, quoi. Donc ouais, une vidéo sur radar, je sais pas si j'en ferai une, parce que fondamentalement j'expliquerai les mêmes choses que ce que je viens d'expliquer là. Alors après évidemment si dans un catch de flag à un moment donné il y a besoin, oui ce sera l'occasion de le ressortir.
Peut-être sur notre fameux catch the flag HES là, à un moment donné, on y viendra peut-être. Parce que je pense que plus ça va aller, plus on va demander de la technique balèze, donc je pense qu'à un moment donné. Donc là, on voit quand même que ça rend. Alors évidemment, ça gâche le jeu. Hein. Bien évidemment, je ne vais pas faire tout le discours sur cheater dans les jeux, c'est mal. Hein. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous montrer du hacking. Donc je vous montre du hacking. Après, vous mettez votre morale où vous voulez. Hein. C'est évidemment que ce jeu-là, quand vous cheatez, bah, c'est moins fun que quand vous cheatez pas. Hein. Un peu de challenge qu'un diable. Là, il y a rien à faire. Vous voyez, je touche à peine à la souris, je me promène, mais je ne fais rien. Les gens meurent tout seuls. C'est beau. Donc forcément ça diminue la durée de vie du jeu, c'est pas très fun. Mais en tant que hacker, c'est rigolo de savoir le faire. Voilà, après. Et là, normalement, bah, je vous ai montré vraiment tout le monde peut le faire, vous voyez. Hein, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'être Gérard le super hacker, donc qui s'appellerait pas Gérard d'ailleurs, qui s'appellerait sûrement un nom genre avec des lettres et puis enfin avec des chiffres et tout, avec des caractères spéciaux. Je ne m'appelle que Chaos, c'est pas. J'ai pas été assez loin dans ma démarche de nom de hacker, mais voilà, ça c'est typiquement un truc que n'importe quel kéké peut faire. Hein. C'est ça qui est rigolo, mais voilà. Si vous avez envie de vous essayer et finalement d'apprendre vraiment les surbases quoi de la philosophie, de la façon de faire du hacking, je pense que c'est un bon point d'entrée. Parce que alors Cheat Engine, hein, j'entends pas télécharger des hacks tout faits bien sûr, mais Cheat Engine, ça vous pousse déjà à regarder un peu le code, à essayer de comprendre comment fonctionnent les programmes. C'est des choses intéressantes, je pense. C'est un bon point d'entrée, et puis c'est rigolo parce que vous piratez vos jeux. Enfin, vous piratez pas, vous hackez vos jeux. Donc c'est rigolo. Moi, je pense que ouais, ça peut être un truc sympa à faire. Et bien voilà, ma foi. On a gagné. Oh là là, on n'a pas beaucoup de mérite, mais on a gagné. Donc là on était sur le cadre d'un jeu qui apparemment détectait quand même les hacks mais n'en faisait rien. Donc tant mieux, merci le jeu. Si je pense que ça doit se remplir là en fait les trucs, les cases doivent se remplir quand vous avez bien fait et du coup comme je suis détecté comme cheater, bah il m'a mis 0 quoi. Hop. Et bien sur ce, je sais pas quand sera le prochain stream de hacking j'entends, parce que des streams j'en fais régulièrement, il n'y a pas de souci, mais le prochain stream de hacking je sais pas encore, parce que il fait chaud, je vous ai dit, hein, et que quand il fait chaud, moi personnellement mon cerveau marche plus, c'est terminé, je suis un gars qui aurait dû vivre au pôle Nord, hein. Je suis un peu comme les trolls dans Discworld, voilà pour la référence obscure, ceux qui connaissent Discworld comprendront. Je suis totalement un troll de Discworld et je ne supporte pas la chaleur, donc mon cerveau ne fonctionne pas s'il n'est pas dans du moins 10 quoi. Hein. Moi je suis un gars d'intérieur, faut qu'il fasse moins 10 dehors et là je suis bien. Et mon ordinateur est bien aussi. Vous voyez, c'est comme mon ordinateur. S'il est bien refroidi, il fonctionne bien. Bah moi c'est pareil. Si je suis bien refroidi, je fonctionne bien. Là, il commence à faire un poil chaud. J'ai la fenêtre ouverte, j'ai les ventilos, mais il commence à faire un peu trop chaud. Je pense que je vais m'effondrer un peu plus loin. Bref, tout ça pour dire que le prochain stream, je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Enfin, j'espère avant l'hiver, voilà. Et puis, mais en tout cas, n'hésitez pas à toujours, quoi qu'il arrive, me donner les idées, les choses que vous voulez voir, parce qu'après tout, moi, je sais ce que je sais faire, mais au bout d'un moment, je vais finir par tourner en rond, donc j'ai bien aussi envie de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous voulez voir. Et puis on se retrouve soit sur Twitch pour d'autres lives, peut-être plus gaming, en attendant le prochain hacking, et puis dans tous les cas sur les Discord de jeux de rôle, parce que ça je n'arrête jamais, je continue à faire du jeu de rôle, d'ailleurs je crois qu'il y en a un ce soir, oui c'est ça, il y a une campagne match ce soir, donc toujours pareil, hein, le Discord c'est si vous voulez écouter du jeu de rôle, vous vous connectez sur le Discord, vous avez accès à tous les sessions en fait qu'on fait de jeu de rôle, et vous pouvez écouter des gens faire du jeu de rôle. Vous pouvez pas participer évidemment parce que vous n'êtes pas joueur, mais vous pouvez écouter des gens jouer, ça peut être rigolo. C'est si vous voulez, donc c'est là c'est ce soir, et puis si il y en a une autre vendredi. Et de toute façon, vous avez aussi le planning, le calendrier qui se trouve alors sous le live de Twitch, vous l'avez en lien, je le mets régulièrement sur Twitter, je vais le mettre dans la description de la vidéo YouTube, enfin bref, il y a un calendrier où je détaille
tous les lives importants hein, qui sont à venir. Et d'ailleurs, pas que les miens, il y a aussi les lives de Dolin et de The Big Kemoski, donc respectivement gameuse avec une tendance Assassin's Creed. En ce moment, elle fait D3, je crois, Become Human, et The Big Kemoski qui fait beaucoup de... en fait, il teste tous les shoot'em up de la planète, du début à la fin, enfin pas forcément dans l'ordre, mais il les fait tous. Et il y a du boulot, parce que je crois qu'il y en a plus de 1000 et quelques, et il est loin d'avoir fini. Donc si vous voulez un expert shoot'em up, c'est lui. Sur le Peertube, bien évidemment, cette vidéo arrivera sur Peertube, bien sûr, aussi. Du coup, il faudra que je pense à mettre le calendrier sous la vidéo de Peertube aussi. Et alors pour l'instant sur Peertube, il y a que la partie hacking, hein. Je mets pas les vidéos de gaming, tout ça. Là, c'est... Si vous voulez voir toutes mes vidéos de YouTube, y compris le gaming, y compris le unboxing, y compris tout ça, arrivez sur Peertube, bah dites-le moi. Pour l'instant, je pense pas que ce soit très pertinent par rapport aux communautés respectives de Peertube et de YouTube, mais pourquoi pas. Et puis voilà, et puis donc continuez à me donner des idées si vous voulez avoir un live particulier sur un sujet particulier, aussi bien sur du live comme ça de un hacker en train de hacker, ou alors sur un truc plus vulgarisation, explication, comme je fais dans mes épisodes de Ethical Hacking. Vous me dites, je m'obéis, enfin je vous obéis, je suis votre serviteur, je suis votre obligé, c'est comme ça qu'on marche dans le monde de la vidéo. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee si vous vous dites que putain quand même ce gars-là, il se donne du mal, il fait beaucoup de choses et pas que du hacking, hein. Je vais parler gaming, JDR, je fais de l'hébergement web, je fais administrateur système. Oui, c'est pas un métier, hein. Je fais administrateur système en hobby. Et puis sinon j'ai un métier, je suis consultant en sécurité informatique, mais voilà, j'ai fait plein de choses en dehors de mon métier. N'hésitez pas à mettre un petit sou dans le Tipeee, ne serait-ce que 1 euro, c'est toujours ça de prix. Ça me permettra notamment d'acheter du matériel un peu plus pro, notamment de changer ce casque rose qui est rose quoi. Merde. Au bout d'un moment, je vous rappelle, hein. Sauvez-moi. Sauvez-moi, donnez-moi des sous. En plus j'ai regardé les prix des casques, c'est hors de prix, donc il va me falloir un peu d'aide, ça c'est sûr. Bref, je vous dis à la prochaine. Et bonne journée, et puissent les orages ne pas trop vous pourrir. Allez, salut!